Merci à tous d'être là, puis merci aux crémistes de nous permettre de faire cette présentation aujourd'hui. C'est vraiment une présentation de résultats préliminaires d'une recherche qui est menée en partenariat avec la ville de Trois-Rivières sur les pistes d'action à privilégier face à l'augmentation des campements dans plusieurs villes, dans le respect des droits de la personne, des campeurs et des campeuses. Moi, c'est Sandrine Carle-Landry. Je suis candidate au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal. Je suis assistante auxiliaire de recherche dans ce projet-là. Puis, je présente aujourd'hui au nom de mon équipe qui comprend également Joëlle Dussault, qui est Et chercheuse est chercheuse principale. principale. Je pense qu'il y a un micro allumé. Oui, je vais continuer. Et également, l'équipe comprend également François-Xavier Charlebois, co-chercheur et professeur également à l'UQTR. Puis je pense qu'il y a également dans le public aujourd'hui Alexandra Milo là, qui fait partie du partenariat de la ville de Montréal, de la ville de Trois-Rivières avec nous. C'est ça, j'insiste aussi sur l'idée qu'on présente des résultats préliminaires aujourd'hui. Donc, on est très ouvert à recevoir votre rétroaction par rapport à à notre démarche, nos résultats à la fin de la présentation, durant la discussion. Comme je l'ai dit, c'est une recherche faite en partenariat avec la ville de Trois-Rivières qui a émergé du constat de l'augmentation de l'itinérance et des temps des campements urbains dans de nombreuses villes au Québec et au Canada, phénomène qui n'a pas épargné la ville de Trois-Rivières. C'est notamment dû au contexte de crise du logement, avec l'augmentation des loyers, les ressources en hébergement qui peuvent être inadéquates, ou encore l'augmentation du coût de la vie. Donc, j'ai mis le mot crise du logement entre guillemets dans la diapositive parce que on est conscient que c'est une expression qui peut être critiquée dans la littérature, notamment parce que les problèmes de logement ne sont pas nouveaux ou récents. La crise est en quelque sorte un état permanent aujourd'hui, mais on a quand même décidé de l'utiliser dans le titre de notre présentation, surtout pour mettre l'accent sur l'idée qu'il y a des facteurs plus structurels à l'œuvre dans l'explication de l'augmentation des campements dans les villes au Québec. Puis ça met aussi l'accent sur l'idée que c'est un enjeu qui est très préoccupant du point de vue des droits de la personne. Ça renvoie à une double crise des droits de la personne qui est au cœur de notre préoccupation et des enjeux qui préoccupent la ville de Trois-Rivières. Donc, je vous lis ici une citation issue du rapport de l'examen des campements de personnes en situation d'itinérance de la défenseure fédérale du logement, qui est quand même devenu un rapport très important là, dans le domaine. Je cite, il en ressort une image claire d'une double crise des droits de la personne. Tout d'abord, les résidents des campements risquent fort de subir des préjudices en raison du non-respect de leurs droits fondamentaux. Deuxièmement, les campements n'existent qu'en raison d'un échec plus large et systémique à faire respecter le droit de toutes les personnes à un logement adéquat sans discrimination. Donc, en résumé, les personnes qui habitent un campement urbain courent le risque de subir des atteintes à leurs droits fondamentaux du fait même de vivre dans un campement et d'être dans une situation précaire, alors que l'existence même des campements résulte d'un échec à faire respecter leurs droits au logement. Et c'est dans ce contexte que la ville de Trois-Rivières nous a proposé de mener cette recherche partenariale parce qu'elle était soucieuse d'élaborer des pratiques d'intervention respectueuses des droits de la personne à l'égard des personnes qui vivent en tente ou campement à Trois-Rivières. Puis elle était également soucieuse de sortir d'une logique d'urgence et d'adopter des stratégies plus proactives qui seront à la fois efficaces, humaines et respectueuses des droits des personnes qui vivent en campement. C'est ce qui nous amène donc à nos deux questions de recherche qui ont vraiment guidé l'analyse. Quelles sont les pistes d'action à privilégier pour éviter les effets délétères de la vie en campement? Et comment élaborer des pratiques d'intervention respectueuses des droits humains des personnes qui habitent un campement urbain? Donc, la recherche visait à identifier les pistes de solutions existantes dans la littérature afin de diminuer les effets délétères des campements en milieu urbain, tant sur les personnes qui vivent à l'intérieur du campement qu'à l'extérieur des campements, donc les riverains, les voisins, etc. Puis un point qui est très important à mentionner en préambule, donc les pistes identifiées et les recommandations identifiées ne visent pas à faire des campements une solution pérenne ou permanente. Elle ne remplace pas des solutions axées sur la prévention de l'itinérance et des solutions plus pérennes. On pense à la construction de logements abordables et accessibles de manière permanente pour les personnes en situation d'itinérance.
Donc, pour la méthodologie, on a procédé à une revue de la littérature, comme je l'ai mentionné. Donc, on a procédé à une recherche par mots-clés via plusieurs bases de données, la base de données Cairn, Érudit, Google Scholar et plusieurs autres, autant en français et en anglais. Puis, on est arrivé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources, donc à environ 700 sources qui ont été sélectionnées dans la première recherche. Donc, on a dû faire des choix et on a décidé de n'inclure que les sources qui comportaient explicitement le mot campement, que ce soit en français ou en anglais, dans le titre. On a décidé également de n'inclure que les sources dont le résumé porte explicitement sur des actions concrètes et positives à mener dans une perspective de droit de la personne dans les réponses au campement. Et on a également fait le choix de n'inclure que les sources publiées après 2018, parce qu'on a identifié que 2019-2020 était un moment charnière dans l'augmentation des campements au Québec, même si on reconnaît qu'il y avait des tentes et campements avant quand même. Puis on n'exclut pas d'élargir notre fouille dans une seconde étape. Mais c'est ça, là, il fallait faire un choix pour trier les 700 sources. Donc, on a identifié 49 documents à lire. On a donné des ordres de priorité à ces sources-là. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons lu 22 des 24 sources qui ont été identifiées prioritaires à lire. Et de celles-là, on en a exclu 3 parce elles ne permettaient pas de répondre aux objectifs de recherche finalement. Donc, aujourd'hui, je vous présente l'analyse de 19 sources qui ont été, euh, qui ont été lues et analysées en profondeur. Et je vous rappelle, l'analyse est toujours en cours. Donc, on est très ouvert à recevoir des commentaires sur notre démarche à la fin de la présentation. Je vous fais un bref portrait des 19 sources qui ont été analysées pour que vous voyez un peu qu'on a vraiment lu des sources variées, autant des rapports, des articles scientifiques. Euh, les disciplines représentées sont également variées, donc on a des recherches en santé, en sciences politiques, en droit. Les méthodologies sont variées. Donc c'est ce qui a émergé à partir de nos critères d'inclusion. Je vais maintenant passer à la présentation des résultats préliminaires de notre recherche. Donc, pour notre stratégie d'analyse, de découpage, on a identifié 7 leviers qui sont inspirés d'un outil proposé par la Ligue des droits et libertés qui a proposé qui a montré qu'il y avait 3 leviers destinés aux villes et municipalités pour leur permettre d'aborder la question de l'itinérance à la lumière des droits humains. Donc, il mentionne les leviers réglementaires, les leviers éducatifs et les leviers financiers. Donc, on a pris ces 3 leviers-là comme point de départ, puis on en a ajouté d'autres parce que quand on a lu les sources, on a réalisé que d'autres leviers pouvaient être pertinents pour l'analyse. Donc, on a ajouté le levier de l'aménagement de l'espace, les leviers relationnels, les leviers des soins de services de santé à la sécurité et au bien-être, et le levier de concertation des autres instances. Donc, pour le reste de ma présentation, je vais vous présenter ces 7 leviers-là et les points récurrents qui sont sortis à partir des lectures pour chaque levier. Les points ont été retenus en fonction de leur pertinence pour nous aider à répondre à nos questions de recherche, s'ils étaient récurrents parmi les sources ou bien s'ils apportaient des points qui permettent de nuancer certaines affirmations. Puis ensuite, vous pourrez nous dire si vous trouvez que cette catégorisation-là, à partir des leviers, vous semble adéquate. Euh, on pourra en discuter également. Donc, le premier levier est le levier réglementaire qui met en lumière les actions juridiques, réglementaires et administratives nécessaires pour encadrer les campements, toujours dans le respect des droits de la personne. C'est le levier où on a eu, où il y a le plus de points qui sont ressortis de l'analyse. Donc, ça montre que c'est un thème qui est plutôt récurrent, même si on s'est concentré sur des sources qui mettaient de l'avant des actions positives. Reste qu'on peut pas faire l'impasse des leviers qui concernent les règlements, les expulsions, les démantèlements, etc. Donc, le premier point sur la diapositive est explicite. Il faut mettre fin aux expulsions forcées ou sans contrainte, ou sous contrainte, pardon, tout ce qui a trait au démantèlement des campements, parce que les expulsions forcées peuvent nuire et rendre la vie des résidents de campements beaucoup plus difficile et précaire. Elles peuvent déstabiliser les personnes, les éloigner de leur système de soutien, leur faire perdre des outils et l'équipement dont ils ont besoin pour survivre. Puis il faut admettre qu'il y a déjà plusieurs villes qui adoptent des démarches pour éviter les démantèlements, notamment la ville de Montréal, qui en a parlé dans son nouveau protocole et qui propose de mettre en place des zones de tolérance afin d'éviter les démantèlements.
La ville de Trois-Rivières souhaite également éviter les démantèlements. Et les villes vont de plus en plus adopter des démarches où on va moins chercher à démanteler les campements qu'à relocaliser les personnes si il y a un besoin urgent pour le faire. Et ces relocalisations doivent elles aussi être encadrées. Donc, elles doivent être justifiées que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple des risques imminents pour la sécurité des personnes, comme des zones inondables ou la présence de déchets dangereux. Et elles doivent être encadrées par des protocoles clairs et publics. Elles doivent se faire avec le consentement et la consultation des personnes qui vivent dans le campement, avec un préavis d'au moins 30 jours et être accompagnées d'un soutien par des professionnels, des pairs et des défenseurs des droits au cours de la relocalisation. Et en principe, si les droits des personnes sont respectés, la présence de la police ne devrait pas être nécessaire ou du moins elle devrait être secondaire lors de l'opération de relocalisation. Le troisième point sur ma diapositive concerne les règlements municipaux qui criminalisent les comportements de survie des personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a encore des villes qui ont des règlements municipaux qui persistent à criminaliser les comportements de survie des personnes en situation d'itinérance, notamment qui ont pour effet de restreindre leur accès aux espaces publics et qui sont hérités de l'époque de la lutte aux incivilités des années 70-80. Par exemple, il y a des règlements sur l'interdiction d'uriner, de se trouver dans un parc la nuit, ou encore d'y fumer, de consommer de l'alcool sur le trottoir, etc. Et les personnes en situation d'itinérance peuvent, si elles reçoivent des amendes, ça peut contribuer à les précariser dans leur parcours. Ça peut mener à des barrières à l'accès au logement, à l'emploi, à l'accès à des services publics. Donc, il faut réviser, éliminer, abroger ces règlements si elles sont toujours utilisées par les villes, notamment parce qu'elles prédatent aussi l'augmentation récente des campements urbains. Ah, désolée, j'avais oublié de passer à la prochaine diapositive. Donc, voici la diapositive où j'ai parlé des trois points, là, les expulsions, les relocalisations et les règlements municipaux. Ensuite, il y a des sources qui vont préconiser la mise en place de campements officiellement autorisés ou sanctionnés de manière temporaire pour offrir un lieu sécuritaire aux personnes sans peur d'expulsion. Euh, donc, la littérature est un peu mitigée à ce sujet parce que ça peut aussi venir avec des effets péjoratifs, notamment l'exclusion de personnes qui s'installent en dehors de la zone tolérée ou sanctionnée. Donc, ces personnes-là seront obligés de se déplacer, leurs campements pourront être démantelés, etc. Il y a aussi des critiques à l'effet de la reproduction de conditions ou de mesures qui peuvent être contrôlantes dans ces campements officiellement autorisés et qui ne sont pas sans rappeler celles dans les refuges qui ont pu être critiqués par les campeurs et campeuses par le passé. Et également, les personnes n'auront toujours pas de droit d'occupation sur le terrain. Donc, les campeurs vont demeurer dans une situation temporaire et précaire. Donc, les campements autorisés sont une solution temporaire, mais il faudrait idéalement que les personnes se voient offrir des options de logement plus convenables. Et à cet effet, le logement supervisé ou de transition offert doit être conforme aux principes des droits de la personne et aux normes entourant un logement adéquat établi par les Nations unies qui inclut la sécurité d'occupation, l'existence de services, matériels, installations, infrastructures, comme de l'eau potable, du chauffage, de l'électricité. Ils doivent être accessibles financièrement, etc. Et également, les personnes qui vivent en logement de transition doivent aussi bénéficier des mêmes droits et protections que prévoient les règlements régissant les propriétaires et les locataires dans la province. Donc, on pense à des bails avec une protection du droit d'occupation, euh, de ne pas mettre des règlements concernant les visites ou la consommation. Le logement doit être fermé à clé, etc. Les personnes doivent avoir un droit à l'intimité. euh, donc, voilà pour les leviers réglementaires. Je vais passer au second levier, le levier de l'aménagement de l'espace, qui concerne donc l'organisation concrète de l'espace et des campements urbains. Ça met en évidence comment l'organisation physique et l'accès aux infrastructures transforment les campements en milieux plus sécuritaires et respectueux des droits de la personne et de la dignité des campeurs. Donc, le premier point, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des personnes
en donnant un accès aux services essentiels et infrastructures de base comme l'eau potable, des installations sanitaires comme des toilettes, des douches, un endroit pour se laver les mains, euh, donner accès à de l'électricité, une gestion efficace des déchets. Ça permet de respecter les droits de la personne comme le droit à la santé, à l'intégrité physique, la vie privée, à l'eau, à l'assainissement. Et cet aménagement doit inclure des solutions pour affronter les conditions climatiques extrêmes, notamment des espaces pour se protéger de la chaleur l'été et du froid l'hiver. Enfin, l'installation de ces infrastructures, donc comme les poubelles, les sanitaires, permet non seulement de respecter les droits des résidents, mais ça permet aussi de réduire les irritants qui peuvent être perçus par le voisinage, là, notamment la collecte des poubelles, etc. Donc, ça facilite aussi le partage de l'espace public. Donc, le deuxième point sur ma diapositive concerne l'importance de fournir un espace de rangement et de traiter les objets des personnes avec soin, pas seulement le matériel de survie, là, le matériel choisi par les personnes. Puis plutôt que d'expulser sous prétexte de sécurité, les autorités devraient fournir des abris plus résistants aux intempéries, des sources de chaleur sûres et des extincteurs pour prévenir les incendies. Et en somme, donc, il faut penser l'aménagement urbain en fonction des besoins des personnes en situation d'itinérance au même titre que les autres citoyens. Donc, ça implique le fait de proscrire l'aménagement hostile. Donc, l'idée, parfois, on met des barrières sur les bancs de parc pour éviter que les personnes dorment dessus, etc. Il faut pas mettre en place des stratégies de dispersion ou des projets de requalification dans les endroits qui sont occupés par des personnes en situation d'itinérance parce qu'elles ont le droit d'être là, elles aussi. Les leviers relationnels, donc, concernent les liens entre les personnes, que ce soit au sein d'un campement, donc les campeurs entre eux, et entre les personnes dans et hors du campement, donc les voisins, les commerçants, les intervenants, les policiers, etc. Le premier point qui est revenu de manière prépondérante dans plusieurs sources est l'importance d'inclure les résidents dans les processus décisionnels. Donc, d'impliquer les résidents qui ont une expérience vécue dans la recherche de solutions. Ils doivent être reconnus comme des experts de leur propre situation et à cet effet, il est crucial de les inclure dans l'élaboration des politiques, planification et la recherche des solutions. Donc, on pourrait dire que c'est un principe qui guide un peu tous les autres leviers également. Pour ce faire, on peut mettre en place des mécanismes de participation qui peuvent inclure l'identification d'un porte-parole choisi par les personnes qui vivent dans le campement, soutenir le leadership informel des pairs dans les campements, parce que souvent les personnes ont leurs propres relations, leurs propres leaders. Donc, on peut soutenir ce leadership existant en fournissant un local pour les rencontres, notamment peut mettre en place des structures de gouvernance autogérées plus formelles, comme des comités de consultation ou des assemblées générales. C'est des choses qu'on voit dans des campements aux États-Unis notamment. On peut également intégrer des groupes de consultation composés de personnes ayant vécu ces expériences dans le passé au sein des instances décisionnelles. Et cette participation des personnes qui vivent en campement ne doit pas être que symbolique. Le temps et l'expertise des personnes doivent être compensés financièrement ou par d'autres moyens, comme la nourriture, le transport, etc. Il faut aussi offrir aux résidents des campements des moyens de s'engager autrement, par exemple par la paraidance. Puis, si les personnes ne veulent pas s'impliquer, si des efforts sont mis pour intégrer les personnes dans les mécanismes de participation et que ça ne fonctionne pas, il faut réfléchir à pourquoi et quelles sont les barrières donc à l'accès pour les personnes, qu'est-ce qui les empêche de participer à ce genre de procédures, d'activités, etc. Le point 2, donc viser la qualité des interactions et le développement d'un lien de confiance. Donc, parmi les actions concrètes qu'on peut mener pour favoriser le lien de confiance avec les personnes, donc de la part des employés, des bénévoles, des intervenants, etc. Donc, il y a privilégié l'embauche de personnes avec une expérience vécue. On peut également éviter tout roulement de personnel inutile ou l'implication d'un trop grand nombre de personnes lors d'une situation. Puis il faut tout simplement prendre le temps de développer une confiance, même si ça peut être très long. Pour le troisième point, donc sensibiliser les voisins, voisines, les commerçants, commerçantes aux causes de l'itinérance. Donc on peut le faire en allant directement voir les voisins qui habitent près d'un campement pour comprendre leurs besoins, leurs relations avec le campement, donc être proactif à ce niveau-là, leur proposer des moyens de contribuer, de faire des activités au campement, par exemple.
On peut mener des campagnes de sensibilisation auprès du public pour faire évoluer le discours public. Puis, notamment, on peut vraiment enseigner à bien distinguer les comportements dérangeants de ceux dangereux, parce que c'est plus souvent des comportements dérangeants, pardon, que dangereux, qui peuvent causer des irritants pour le voisinage. Euh, Puis, le fait de fournir des services adéquats comme des toilettes, un système pour récupérer les déchets, etc., va permettre d'entretenir le quartier environnant et va permettre de limiter les irritants aussi, comme je l'avais mentionné dans le point précédent. Je passe au quatrième point. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, le levier éducatif. Et donc, on a décidé que le levier éducatif serait un peu différent du levier relationnel que je vous ai présenté précédemment. Donc, il ne concerne pas la sensibilisation des membres du public qu'on a inclus au levier précédent, mais il va porter davantage sur la formation des employés ou des bénévoles qui travaillent auprès des campeurs et des campeurs eux-mêmes. Donc, le premier point concerne l'importance de fournir des formations en prévention du suicide, en médiation en cas de conflit, en prévention incendie, en réduction des méfaits pour ce qui concerne la consommation, en premier secours, autant physique que psychologique. Et c'est important donc de former le personnel, que ce soit dans les refuges ou autres. Mais il faut aussi former les campeurs parce qu'ils ont des connaissances entre eux. Puis si on leur fournit des trousses de naloxone, ils vont être capables de les utiliser eux aussi. Puis pour ce qui est de la sécurité incendie, ça pourrait par exemple enseigner à disposer les tentes de façon plus sécuritaire, donc plus distancée pour éviter que le feu prenne dans plusieurs tentes en même temps, ou alors suggérer des points de rassemblement en cas d'incendie. Pour le point 2, donc il faut aussi former le personnel aux approches sensibles au traumatisme et culturellement sécuritaires, sensibles aux personnes issues de la diversité de genre ou de la diversité d'orientation sexuelle. Euh, donc notamment pour les personnes autochtones, les femmes, etc. Je vais poursuivre donc avec d'autres points liés au levier éducatif. On peut aussi agir du côté des propriétaires, donc développer des programmes de formation, d'engagement et d'incitation destinés aux propriétaires pour lever les obstacles aux personnes, donc au fait d'accepter comme locataires des personnes ayant de faibles scores de crédit ou un casier judiciaire, ou alors qui participent au programme de supplément des loyers, là, le fameux PSL, parce qu'il y a souvent des refus de leur part à cause de préjugés. Il faut également leur faire respecter leurs obligations en matière de respect des droits des locataires. Il faut fournir des formations au droit au logement en tant que droit humain fondamental euh, et son application dans le contexte de l'itinérance. Il faut former les campeurs par rapport à leurs droits et des obligations des instances gouvernementales à les faire respecter. Donc, ça peut passer par soutenir l'accès à l'aide juridique gratuite et accessible, par exemple en prêtant des locaux pour que les personnes se rencontrent, à organiser des groupes de discussion avec la présence d'avocats, distribuer des pamphlets, encourager aussi la présence de défenseurs de droits lors d'opérations comme des collectes de déchets ou des relocalisations. Le cinquième levier porte sur donc les soins et les services de santé, de sécurité et de bien-être. C'est le levier qui concerne donc tout ce qui permet d'agir sur les déterminants sociaux de la santé, qu'elle soit mentale ou physique, et qui permettent d'améliorer l'offre de services. Le premier point concerne le fait de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Donc, les sources préconisent d'amener les soins directement dans les campements, donc là où les personnes se trouvent, parce que ça peut être difficile pour des personnes à se déplacer vers les soins. Donc, il faut amener les soins au campement avec des unités mobiles ou de la médecine de rue pour traiter les maladies chroniques, les autres problèmes de santé urgents ou moins urgents, les problèmes de santé mentale ou les problèmes de consommation. À cet effet, donc, plusieurs sources préconisent l'approche de la réduction des méfaits. Donc, il faut, par exemple, donner l'accès à l'analoxone, à du matériel de consommation stérile, à un approvisionnement sécurisé. C'est jugé vital pour prévenir les surdoses et pour assurer donc le droit à la vie des campeurs.
Répondre aux besoins fondamentaux permet aussi d'assurer la sécurité des campeurs parce que la violence interpersonnelle tend à être exacerbée lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas répondus. Ensuite, il est conseillé de mettre en place des services adaptés. Donc, il y a des centres d'accueil qui seront ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et adaptés aux réalités diverses, comme l'inclusion des personnes en couple, des familles, des personnes avec des animaux, qui sont souvent celles qui se retrouvent dans les campements parce que elles peuvent être exclues des services. Il faut aussi penser à offrir plusieurs offres et types de logements aux personnes pour qu'elles puissent choisir ce qui leur convienne. Donc, je pense par exemple aux espaces qui permettent la consommation. C'est très bien, mais il faut peut-être aussi penser à offrir des espaces sans consommation pour les personnes qui veulent arrêter de consommer et qui veulent pas forcément se retrouver près de personnes qui consomment. Des mesures spécifiques doivent être prises pour protéger les personnes contre les violences fondées sur le genre pour offrir des services adaptés et garantir la sécurité. Par exemple, des espaces non mixtes peuvent être mis en place. On peut aussi fournir des mécanismes sûrs, confidentiels, accessibles et non coercitifs par lesquels les personnes victimes d'actes de violence pourraient signaler ces expériences et recevoir du soutien et des services qui vont tenir en compte les traumatismes. Veiller aussi à ce que les personnes puissent accéder à un autre logement sûr si elles le souhaitent. Si, par exemple, l'agresseur se retrouve dans le même refuge qu'elle. Pour cet effet, donc, le troisième point concerne la transition vers du logement permanent. Donc, pour ce faire, on peut mettre en place des bases de données centralisées, accessibles en temps réel, que les équipes de terrain pourraient utiliser pour voir si des lits sont disponibles, des logements sont disponibles, pour pouvoir faciliter la transition vers d'autres types de logements. Une fois logées, les personnes doivent bénéficier d'un soutien continu par rapport à l'aide à l'emploi, le transport, la garde d'enfants et autres. Ça permet d'assurer une stabilité à long terme. Et c'est aussi lié avec les leviers financiers que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive. Donc, les leviers financiers, le nom le dit, c'est le levier qui concerne les stratégies financières et foncières pour accroître l'offre de logements abordables et agir sur le marché du logement. Donc, par exemple, les villes peuvent fournir gratuitement des terrains municipaux vacants. Elles peuvent acheter ou transformer des biens immobiliers vacants comme des hôtels, des motels, des résidences universitaires qui ne sont plus utilisées et en faire du logement sans but lucratif. Elles peuvent agir sur les barrières administratives à la construction de logements abordables, par exemple en simplifiant l'accès aux permis pour les projets de logement social, accélérer le développement par des modifications des règlements de zonage, proposer une exonération de taxes pour les projets sociaux, etc. Elles peuvent également réserver des fonds pour le relogement rapide et pour prévenir les évictions, notamment dues au non-paiement de loyer. Donc, elles peuvent réserver des fonds pour aider les personnes. Elles peuvent également financer les organismes communautaires qui adoptent une approche fondée sur les droits de la personne. Enfin, donc c'est important de mentionner que les villes ne peuvent pas assumer à elles seules toute la charge financière de la réponse au campement urbain et elles peuvent donc conclure des accords avec les gouvernements provinciaux, fédéraux pour clarifier leurs engagements financiers. Ça m'amène donc au dernier point qui est le levier de concertation des autres instances. C'est le levier qui concerne les mesures qui requièrent ou qui vont favoriser des ententes et des partenariats avec les autres instances, notamment les autres paliers gouvernementaux. C'est le levier qui met également en lumière la nécessité d'une réponse collective, coordonnée et multisectorielle pour répondre au campement. C'est un point qui est revenu extrêmement souvent dans la littérature. Les instances doivent travailler ensemble de manière concertée, donc que ce soit les campeurs et les fonctionnaires de la ville, par exemple, les organismes communautaires entre eux et auprès de la ville, les villes entre elles, par exemple, en élaborant un plan national d'intervention sur les campements qui pourrait être coordonné par la Fédération canadienne des municipalités. C'était une recommandation issue de l'examen de la défenseure fédérale du logement. Et ces tables de concertation devraient inclure la participation active de personnes avec une expérience vécue de l'itinérance. Ça concerne aussi les villes et les autres paliers gouvernementaux, bien sûr. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles pistes d'action mener pour aller, pour
pour, favoriser une concertation avec les autres instances. Donc, les villes peuvent identifier les principales organisations et les décideurs avec lesquels elles pourront se réunir et communiquer sur une base hebdomadaire. Elles peuvent dresser une liste des principaux interlocuteurs pour chaque organisation partenaire qui va ensuite relayer les messages aux autres. Euh, il est également conseillé d'harmoniser les protocoles afin de combler les lacunes et d'éviter toute confusion ou contradiction dans le langage utilisé, donc pour bien se comprendre. Il faut coordonner les services. Donc, les villes peuvent faciliter l'accès aux services qui relèvent de la responsabilité d'autres gouvernements, comme les soins de santé, les aides aux revenus, les allocations de logement. Et enfin, l'itinérance devrait peut-être être traitée comme une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que elle devrait nécessiter des changements audacieux et rapides pour loger les personnes avec la collaboration de multiples instances. Donc, je vous mets à cet effet une citation clé issue du rapport de la US Interagency Council on Homelessness. Like clean air, water, and food, affordable and accessible housing is a basic human need necessary for the health of people and communities. Homelessness is a public health crisis that should be treated with the same urgency as a tornado, wildfire, or pandemic, all of which cause displacement from homes. Donc, cette citation appelle donc à mettre en place des stratégies audacieuses en concertation avec plusieurs instances ensemble, même si ça peut être imparfait, là. Donc, en guise de conclusion, euh, donc, je vais vous parler un peu de nos prochaines étapes. Donc, on va poursuivre la lecture des sources qu'on a identifiées, là, puisque, comme je vous ai mentionné, on n'a pas fini de tout lire. Puis, on va procéder à une analyse plus transversale des sources, aussi plus approfondie, pour voir comment on peut cibler les besoins pour la ville de Trois-Rivières de manière plus spécifique, puisqu'on va produire un rapport pour la ville de Trois-Rivières. Ensuite, on va analyser les sources. Ben, c'est ça. Donc, on va reconnaître aussi euh, donc, vous avez probablement remarqué dans ma présentation qu'il y a plusieurs points qui pouvaient se retrouver dans plusieurs leviers. Donc, on va essayer de faire le ménage dans tout ça aussi. Donc, on est très conscient là, que certains points peuvent se retrouver dans plusieurs leviers. On peut faire plusieurs liens entre eux. Je pense que ça invalide pas forcément le modèle, mais donc on va préciser les critères de catégorisation pour chaque levier en vue de la rédaction du rapport final pour la ville de Trois-Rivières, qu'on pourra présenter à d'autres villes aussi si souhaité. Donc, il y a quelques limites. Donc, c'est ça, nous, on s'est vraiment basé pour répondre à nos questions sur la littérature. Évidemment, il y a des absences, il y a des propos qui peuvent ne plus être d'actualité, etc. Donc, c'est des limites qu'on va pouvoir mentionner dans le rapport. Puis, je serais très intéressée à avoir votre avis là-dessus aussi pour les personnes qui ont d'expérience de terrain. Là, ce serait très apprécié si vous pourriez faire des partages d'expérience, par exemple. Parmi les autres limites identifiées, donc on a peu de littérature européenne francophone qui ont été inclus à notre échantillon, notamment à cause de nos critères d'inclusion, puisqu'on a sélectionné surtout les sources qui parlaient explicitement de campement, ben, ça fait que ça exclut les sources qui parlent plus largement d'itinérance ou de sans-abrisme. Donc, on va peut-être élargir nos critères d'inclusion dans un second temps. Et ça fait qu'on a surtout des sources canadiennes et des États-Unis et anglophones. C'est sûr qu'on a priorisé les sources au Québec lorsqu'il y en avait, là, puisque c'est plus similaire au contexte de la ville de Trois-Rivières. Ensuite, plusieurs auteurs vont souligner l'importance d'approches culturellement sensibles et adaptées, notamment pour les personnes autochtones, mais il y a peu de définitions concrètes de ce que cela implique au niveau de la pratique. Puis encore très peu d'études sur les petits campements. Donc à Trois-Rivières, c'est surtout des petites tentes qui sont éparpillées un peu dans la ville, plutôt que des gros campements comme le campement Notre-Dame à Montréal, par exemple. Donc on a essayé de trouver des sources qui reflétaient plus la réalité de petites villes ou de villes de taille moyenne. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup, donc ça reste une limite à notre échantillon. Et enfin, il est important de mentionner que les constats tirés de la littérature doivent être adaptés au contexte et aux réalités locales, bien sûr, qui vont fortement varier, comme je l'ai dit, selon la taille, la configuration des campements, les dynamiques politiques et territoriales, etc. N'empêche, plusieurs principes demeurent les mêmes partout, là, notamment la nécessité de protéger le droit à la vie, d'inclure les résidents des campements dans les processus décisionnels, etc.
Donc, comme je vous l'ai mentionné, c'est une, euh, une recherche qui est en cours. Donc, on a encore quelques questionnements pour la suite. Si vous voulez nous aider à y répondre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de notre cadre d'analyse et de notre usage du concept de levier, qui, je le rappelle, est inspiré par un outil proposé par la Ligue des droits et libertés? Donc, est-ce qu'un autre concept pourrait être plus aidant selon vous? Est-ce qu'on pourrait penser à d'autres types de leviers? Comment distinguer aussi les leviers plus de prévention et les leviers qui concernent l'action à faire aujourd'hui, voire hier, là? Donc, voilà. Quelles sont les absences, les angles morts, etc. Puis aussi, si vous voulez, on peut aussi profiter de la discussion pour faire des partages d'expériences ou partager les dilemmes de terrain. Là. Moi, je ne suis que l'auxiliaire de la recherche, donc je pourrais pas peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on peut mobiliser l'intelligence collective. Je vois qu'on est 155 personnes, donc peut-être qu'on peut faire avancer certains questionnements ensemble. Je vous ai mis dans le PowerPoint toutes les références. Donc, si jamais vous voulez avoir des références précises pour certains points qui ont été mentionnés dans la présentation, vous pouvez me contacter. J'ai laissé mon courriel ici et celui de Joëlle Dussault, qui est la chercheure principale du projet. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à des questions par courriel.